Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Que reste-t-il des idéaux de l'indépendance? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. 63 ans après l'indépendance du Mali, certains observateurs estiment que le bilan n'est pas à hauteur de souhait. Ils pensent donc qu'à l'heure actuelle, tous les axes de développement doivent être priorisés, notamment la sécurité, l'éducation, l'agriculture, mais aussi la culture. Pendant ce temps, le président de la transition a décidé de surseoir aux activités festives pour offrir ses fonds aux récentes victimes du terrorisme. Le Mali des pères de l'indépendance à celui d'aujourd'hui, quel regard, quelle évolution? On en parle ce soir avec Maï Niaré, vice-présidente du réseau international des femmes leaders, Modibo Kane Keïta, historien, maître Amadou Tchéoulé Ndiara, avocat et président du réseau des défenseurs des droits de l'homme. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, maître Amadou Tchéoulé Ndiara, quel est votre regard sur la situation actuelle du pays? Le pays a eu son indépendance depuis 63 ans et les idéaux de l'indépendance, pensez-vous que c'est toujours d'actualité? Oui, merci, chère Mariam Koulibaly, chers téléspectateurs. Et, nous vous saluons et puis nous vous remercions. Et nous avons une pensée pieuse pour les victimes du bateau, Tombouctou, Léré et puis Gao. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sentons qu'il y a des personnes comme nous qui défendons l'intégrité d'un territoire. Maintenant, ce qui reste des idéaux de l'indépendance, c'est que dès le départ, il faut souligner que nous avons récupéré notre Maliba. On l'a récupéré. Comment? Nous l'avons récupéré doublement. Parce qu'on l'avait perdu, mais nous l'avons récupéré. Premièrement, les accords coloniaux, qui étaient des entraves, nous les avons tous remis en cause. Les chaînes juridiques là, qui sont des chaînes du temps néocolonial, le Mali, les autorités actuelles, les ont défaites. Ça, c'est en fait le premier indicateur de la récupération de notre pays. Deuxième indicateur, c'est que si vous vous rappelez, et à l'époque du président Ibeka, Aminata Draman Traoré, Boubacar Boris Diop au Sénégal, ils ont organisé une conférence où Aminata a dit « Rendez-nous notre pays, vous avez volé notre pays ». C'est un mot qui a son sens, parce que Mali Ntantayo, où tout y a Bochanade. Et aujourd'hui, malgré les difficultés que nous avons, nous sommes sûrs que nous avons notre territoire. On a fait la reconquête et nous sommes en fait en possession de notre territoire. Et l'armée malienne veille à l'intégrité de nos frontières. Et c'est ce qui explique en fait ce qui s'est passé à Léré. Moi, aujourd'hui, malgré que le cœur soit endolori parce qu'il y a eu ces situations la semaine dernière, la satisfaction morale, c'est que je me sens au Mali parce que nous avons récupéré notre Maliba. Nous avons récupéré notre Maliba. Vous êtes du même avis, M. Keïta? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Avant de répondre à cette question, je remercie Studio Tamani de nous avoir donné l'opportunité, en cette fête du 22 septembre, de nous exprimer, n'est-ce pas, sur notre pays. Et ensuite, j'adresse mes condoléances, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont tombés, civils et militaires, n'est-ce pas, sous les attaques, n'est-ce pas, des barbares, des gens, des hommes, ni loi, ni foi. Et donc, vraiment, puisse Dieu le Tout-Puissant
leur accorder, n'est-ce pas, son paradis éternel. Prompt établissement à ceux qui sont blessés. Maintenant, pour répondre à votre question, je partage, n'est-ce pas, le point de vue de Maître. Et ça, il faut le noter. Et moi, ça m'a fait sourire, parce qu'en tant qu'historien, ça m'a fait rappeler, n'est-ce pas, l'histoire du Mandé. Il faut noter que Smoro Kanté, n'est-ce pas, avait occupé le Mandé jusqu'en 1235, n'est-ce pas. Il y a eu ce qu'on appelle la bataille de Kirina en 1235 pour récupérer le Mandé, pour donner, n'est-ce pas, au Mandé, n'est-ce pas, comme on appelle, sa modestie, et ensuite sa liberté, sa prospérité. Donc, Magan Soundiata, quand il a remporté cette victoire, il a convié ses camarades, ses amis de guerre à Koukanfouka, notamment Kamandjan Kamara, n'est-ce pas, Taboung Lafran Kamara, Fakouli, etc. Quand ils sont allés à Koukanfouka, n'est-ce pas, à l'entrée, n'est-ce pas, des Kangaba, Soundiata Keïta, avant d'aller, n'est-ce pas, sur l'estrade, il a préféré aller saluer, n'est-ce pas, les guerriers du Mandé. Il s'est adressé en ces termes, Toni Jontayan. En malinké, Toun, c'est quoi? C'est un sac sur le dos des chasseurs dans lesquels ils mettent les flèches. Donc, il a dit, mais les guerriers, où étiez-vous jusqu'à ce que Smoro Kanté a fait ce qu'il voulait du Mandé? Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps-là? Donc, les guerriers se sont levés, ils ont répondu en chœur, ils ont dit Johnny Montagna. Johnny Montagna, les guerriers étaient là, mais on manquait des généraux de guerre. Donc, c'est toi qui nous manquais. Et maintenant que tu es arrivé, Smoro a été vaincu, et donc le Mandé est revenu, bien sûr, au Mandinga. Je crois que quelque part, n'est-ce pas, ce qui se passe aujourd'hui, le Mali manquait d'hommes très, très courageux. Ça, il faut le noter. Je ne dirais pas qu'on manquait de dirigeants, mais on manquait d'hommes très courageux. Donc aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si, n'est-ce pas, nous sommes en train de refaire, n'est-ce pas, le Mali et le Mandé, et n'est-ce pas, en 1236, pour le Mandé, avec la charte de Koukanfouka. Donc on a fait, n'est-ce pas, la constitution, ensuite on a refait tout, en réalité. Et je crois que c'est un peu ça que moi je vois. Parce que je vois les envahisseurs, n'est-ce pas, comme étant des hommes, n'est-ce pas, qui nous ont attaqués sans avoir raison. Et comment on peut nous dire de nous coucher comme eux ils veulent, de manger comme eux ils souhaitent, de marcher comme eux ils veulent? Mais voilà un peu la situation, quoi. Merci. Alors, Madame Maïgnare, Monsieur Moribo Kankeita vient de nous narrer un peu l'histoire du Mandé. Pensez-vous que cette histoire a une similitude avec la situation actuelle du pays? Absolument. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que nous avons une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette guerre, que ce soit civile ou militaire. Et nous présentons les condoléances à toutes les familles endeuillées. Bien évidemment, l'histoire se répète jusqu'à ce qu'on puisse en saisir définitivement le message et la teneur. Et ça s'est passé plusieurs fois sur notre continent et à plusieurs niveaux. Mais jusqu'à ce qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit et comment trouver une solution définitive, l'histoire continuera de se répéter. Mais j'espère que cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est vraiment, on est au dernier carrefour. Pourquoi? Parce que, je le dis tout le temps, si la transition a réussi une seule chose, c'est l'éveil des consciences. J'ai envie de dire un homme, un parcours, une vision. C'est ça qui nous manquait, en plus du courage. Parce que aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et dans nos pays, nous avons eu le sentiment têtu à plusieurs fois de se demander mais où est-ce qu'on va? Où est le point? Et tantôt, Maître a parlé des accords coloniaux, et tantôt, professeur a aussi parlé un peu de l'histoire du Mandé. Mais on se rend compte que du temps des Soundiata et des Soumangrou, ils avaient une vision. Ils cherchaient quelque chose. Ils étaient à la quête de leur destinée, de leur mission de vie. Et nous sommes des descendants et nous nous sommes retrouvés héritiers de quelque chose, d'abord qu'on ne connaît pas, avec la responsabilité de pérenniser une chose qu'on n'a pas maîtrisée et d'en prendre soin. Le patriotisme est un amour à base de connaissances.
Si nous ne connaissons pas notre histoire, comment voudrez-vous qu'on puisse amener notre pays quelque part? Et aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, ce n'est pas de notre mérite, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas notre volonté à nous. Dieu s'est manifesté à travers quelqu'un. Et ça, c'est une chance, c'est une opportunité. Et nous devons accepter tous autant que nous sommes, tous les Maliens, de donner cette chance à cette transition. Parce que nous avons tellement cherché ça, qu'aujourd'hui, ça nous est arrivé à un moment où on ne s'y attendait même plus. Parce que nous avons élu des présidents à combien % de voix? Nous avons placé toute notre confiance. Ce n'est peut-être pas de la mauvaise foi, mais ils n'ont pas pu nous amener aujourd'hui là où nous sommes. Nous n'avons pas dit que c'est terminé. Nous n'avons pas dit que c'est facile. Ça ne le sera pas, d'ailleurs. Et aujourd'hui, là où nous sommes, ça risque d'être plus difficile que ça. Mais c'est notre choix. Et dans ça, nous pensons que c'est aujourd'hui que nous avons commencé à pratiquer et à vivre les idéaux, justement, de nos pères de l'indépendance. Ils avaient un idéal, mais ça n'avait pas été implémenté. C'était dans la tête et aujourd'hui, nous sommes en train d'implémenter sur le terrain. Alors, Maître Amadou Tchéoulé Ndiara, les différents régimes qui se sont succédés ont-ils pu maintenir ou pas le cap? Non, ce problème, parce que vous savez, la question des indépendances, Première République, d'abord, la Première République a cassé, si vous voulez, au plan politique et plus ou moins économique, le cordon ombilical. Et pour avoir en fait une autonomie politique. On ne pouvait pas exercer sur les dirigeants de la Première République comment vous devez vous organiser, comment vous devez former vos partis politiques, comment vous devez... Non, ça n'a pas été le cas. Et donc, on peut dire que sous la Première République, nous avions affaire à un pays souverain, malgré les accords monétaires. Malgré les accords monétaires, nous avions un pays souverain. Bon, la Deuxième République, la question de la souveraineté reste débattue parce que l'autre jour dans les débats, j'ai entendu aussi que même sous le président Moussa, eh bien, la France avait la possibilité de dire eh bien, prenez telle personne ou telle autre personne comme ministre. J'étais vraiment sidéré parce que, comme on dit en Mamara, Dongo de Tlobeta Karanso. J'étais surpris parce que, connaissant la carrière de Moussa, mais en fait, en politique, vous savez, les dessous sont vraiment... C'est qu'ils sont. Ah oui. La Troisième République, évidemment, il y a des gens qui nous ont dit ici que tant que Ibn Driambe et Koulutebo Fangala, n'est-ce pas? Oui, ça veut dire que la France avait la main dans nos politiques. Donc, la question de l'indépendance... Elle est une question relative. Elle est une question relative parce que il y a des choses qui ont vécu sous le président Moussa Traoré ou bien sous le président Konaré Ouattara ou bien Ibeka, bon, qu'on ne pouvait pas voir en 60 parce que simplement il y a des règles internationales qui ne remettent pas votre indépendance en cause, mais ça peut fragiliser les pays. Parce qu'un pays qui a des relations, vous cédez diplomatiquement eh bien, quelque chose qui fait que cette cession vous affaiblit. Ça vous affaiblit parce qu'on vous tient par ça. Et que reste-t-il de cette relation entre le Mali et le pays colonisateur? Bon, le pays colonisateur, tout le monde sait aujourd'hui, même nos parents qui sont dans les campagnes, elle a dit tout à l'heure, Mal a dit, tout le monde a les yeux ouverts aujourd'hui. Et les paysans, ils comprennent. Si nous tenons aujourd'hui, le processus révolutionnaire qui est en cours aujourd'hui, si nous tenons, ce n'est pas grâce aux intellectuels. Hein. Si nous tenons aujourd'hui, c'est grâce à la classe moyenne, fondamentalement. La classe moyenne intellectuelle, non. La classe moyenne qui est dans la production fait que leur franchise fait que ce régime-là est debout aujourd'hui. Donc, si vous voulez,
en fait, cette classe moyenne qui se trouve dans la campagne, qui est dans les petites activités, eh bien, a sur ses épaules le fardeau vraiment de l'État. Et c'est eux qui vraiment se battent pour l'indépendance réelle de ce pays-là. Les intellectuels, j'en fais partie, il y a beaucoup d'équivoques en ce qui nous concerne. Parce qu'Ambé en bi, Sinambé en fait. Nous sommes dans les calculs et ce qui fait qu'on peut faire perdre le pays à cause de ces petits calculs. Moribo Kane Keïta, et s'agissant d'économie du franc malien au franc CFA, qu'est-ce qui a changé dans l'économie du pays selon vous? Merci. Bon, en réalité, moi, je ne suis pas pour, n'est-ce pas, cette histoire de franc CFA. Parce qu'à l'indépendance, il faut le noter, le président Modibo Keïta, il a mis les soubassements d'une indépendance totale, en réalité. Mais c'est les colonisateurs qui ne voulaient pas de cela. Donc, le colonisateur, il a été forcé, bien sûr, à nous donner l'indépendance. Sinon, il ne voulait pas. Parce qu'il y a eu des mouvements. Quand tu prends, par exemple, les anticolonialistes au niveau, n'est-ce pas, de la France, il y a la négritude, le mouvement de la négritude. Il y a, n'est-ce pas, des écrivains, des étudiants. Et tout le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une prise de conscience. Donc, le président Modibo Keïta, son objectif, c'était quoi? C'était de donner de l'indépendance totale, n'est-ce pas, à notre pays. Mais nous avons vu qu'il était obligé, n'est-ce pas, de céder. C'est pourquoi l'indépendance a été partielle, à mon avis. Si tu n'as pas ta monnaie à toi, lui ne voulait pas du franc, c'était pas du franc malien, c'était l'argent du Mali. Un point, un trait. Mais des gens, des voix se sont levées pour dire, bon, le Mali est un pays intérieur, il faut faire le commerce avec les voisins, à ceci, à cela. Bon, donc, ça nous a amené à avoir le franc malien. Donc, moitié France, moitié Mali. Mais on a vu comment ça s'est passé. En 1967, la France a dévalué le franc malien sans aviser le malien. Donc, on nous l'a imposé. Et maintenant, nous sommes venus, on est rentré dans le franc CFA. Et en 1994, on sait ce qui s'est passé. On a encore dévalué, n'est-ce pas, le franc CFA aussi. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu cherches ta souveraineté, nous, en tant qu'historiens, je crois qu'il faut une souveraineté totale. Monétaire? Hein? Monétaire également? Mais oui, mais totale. C'est-à-dire sans distinction aucune. Je crois que c'est une souveraineté totale, que ce soit du point de vue militaire, du point de vue éducatif, du point de vue monétaire, aussi bien que et du point de vue social. C'est important. Et donc, sur le plan social, on voit une prise de conscience générale. Les Maliens se sont levés, comme l'a dit, n'est-ce pas, Maître? C'est la classe moyenne et qui est en train de faire cette lutte. Et donc, de ce point de vue, on voit qu'il y a un éveil de conscience. Moi, je pense que j'abonde dans le même sens que ma sœur, bien qu'elle soit saracolée. J'aurais bien voulu qu'elle soit mandingue. Oui, donc je vois qu'elle a dit que c'est le bon Dieu même qui a créé cette situation. Et cela est très important. Je crois que le moment est venu pour que, n'est-ce pas, nous soyons, n'est-ce pas, ce que nos ancêtres voudraient que nous soyons. Donc, vraiment, moi, je suis pour ça. Maïniare, une prise de conscience générale. Pensez-vous que les femmes ont un rôle à jouer? Absolument. De toute façon, les femmes ont toujours eu un rôle à jouer, pas dans le Mali, dans l'histoire de l'humanité de façon générale. Et dans l'histoire du Mali aussi, vous savez, le professeur a parlé tout à l'heure même du Mandé. Mais Souniata avait 9 sorcières, 9 dames qui donnaient le go sur tout ce qu'il y avait comme décision importante à prendre. Comment on peut bâtir une société sans les femmes? Ce n'est absolument pas possible. Au Mali aussi, depuis l'indépendance, les femmes ont toujours joué leur partition, au début timidement, parce que du temps des Awa Keïta et autres, au début on était un peu timide parce qu'il y avait très peu de femmes intellectuelles. Mais je ne sais pas si vous avez regardé aujourd'hui, cette année, les résultats des DF à la télé. Mais sur les 5 premiers nationaux, ou les 10, mais 6 sont des dames. Et les dames sont les 4 premiers, les 4 premières sur la liste. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, les femmes ont un niveau intellectuel très élevé. Et aussi, de façon biologique, peut-être, j'allais dire, où, sur le comportement, la femme est très studieuse dans le travail.
Donc oui, les femmes ont toujours joué leur rôle au niveau du monde, de l'Afrique et du Mali. Et les femmes vont toujours continuer à jouer les partitions parce qu'il y va même de l'avenir de l'humanité. Et dans tous les pays que vous avez vus, quand vous regardez bien les grands pays, tous les pays où la femme n'est pas à sa juste place, ce pays ne se développe pas. Parce que, quel que soit ce qu'on dit, qu'on soit garçon ou fille, au début de la vie, c'est la femme qui est la vraie éducatrice, qui transmet les valeurs. Et c'est elle qui doit garantir la pérennité de la société. Et aujourd'hui, le problème du Mali, c'est que les femmes ne sont plus à leur place. Et tout notre combat, c'est de les ramener à leur juste place pour nous permettre de pérenniser et de préserver nos valeurs que nos ancêtres nous ont léguées par ailleurs. Qu'avez-vous à dire sur cette question, M. Maître Tchéoulé Diarra? Les femmes ne sont plus à leur juste place. Est-ce que vous êtes du même avis avant que je ne vous pose la question suivante? Oui, bon, c'est vrai ce qu'elle dit parce que de génération en génération, on voit qu'il y a un glissement parce que les premières générations, c'était des femmes qui étaient debout et puis qui étaient dehors. Moi, je peux dire, j'ai l'avantage de l'âge. Par exemple, nous avons participé à l'époque de Modibo, les champs communs. Les champs communs ou bien la route Kaï-Guinée, où les femmes et les hommes emmèneront Sénafronki. Ah oui, nous y travaillons à égalité. Nous étions dans notre bas âge avec des papas et des mamans les femmes étaient même plus engagées. Il faut le dire, les femmes, à l'époque de Modibo, les femmes étaient plus engagées. C'était plus engagées que les hommes. Qu'est-ce qui les manque aujourd'hui? Mais ce qui les manque aujourd'hui, c'est que ce même courage. Parce que à l'époque du président Modibo, les femmes ne pensaient pas tellement, en fait, nous avons tel projet, on va aller à telle ambassade, le souci de financer les projets. Ça fait qu'aujourd'hui, ça réduit, si vous voulez, en fait, même le combat, parce que quand vous voulez bâtir votre pays et vous pensez au financement, en fait, de tel consulat ou bien de telle ambassade ou de tel pays, ben, ça s'émousse. Mais quand, en fait, en 1960, 61, 62 jusqu'en 68, les femmes ne pensaient pas vraiment au financement de leurs projets par l'extérieur. Donc, Bébé Willy qui comme on le dit, pour bâtir le pays. Et c'est ce pays-là qui est là aujourd'hui, même si, en fait, il y a quelques problèmes. Quelques problèmes, notamment celui de la sécurité. Quel est votre regard sur la situation sécuritaire du pays actuellement? Bon, Vous l'avez effleuré au début de vos propos, mais... Ben oui, la situation sécuritaire aujourd'hui, le problème que ça pose, non pas que nous ne sommes pas maîtres de nos frontières, il faut le dire, nous sommes maîtres de nos frontières. Les quelques incursions que les gens voient n'est pas en fait à surprendre ou à étonner du tout. Regardez un peu ce qui s'est passé à Léré, c'est parce qu'on est sorti de notre flanc, en fait, pour y venir. Alors qu'il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Il y a 10 ans, on affrontait l'armée parce que l'armée n'était pas bien équipée. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont changé de mode opératoire, et les motos, et ensuite avec quelques fusils d'assaut pour attaquer, et puis s'en fout la mort. Alors qu'il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, cela n'est pas possible. Mais les gens nous diront, mais écoutez, nous sommes en insécurité. Mais si l'armée veut aujourd'hui, il y a des villages, l'armée peut raser. Mais l'armée sait professionnellement qu'il y a dans des villages, en fait, des traîtres qui sont cachés parmi les populations. Mais tu sais que là. Maintenant, il faut que les populations aussi trouvent les astuces pour dénoncer. En dénonçant, et sur un plan, vous pouvez vous exposer. Mais ils doivent aussi imaginer les méthodes de dénonciation de ceux qui sont là-bas. Il y a des choses qui se passent dans certaines localités, tout le monde sait que ces gens-là, ils sont.
Et ça complique le travail des forces armées, parce qu'on ne peut pas ouvrir le feu vraiment à toute une communauté villageoise. C'est ça la question de fond. Alors maintenant, sur le plan de la sécurité intérieure, les gens peuvent en fait se rassurer que ça peut dormir sans se soucier de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, tout le monde sait que dans certaines localités, les gens sont retournés chez eux. Et maintenant, les ennemis, en entendant ça, ils font l'effort, évidemment, de détruire cela. Mais dans la réalité, c'est parce que les bases, l'armée a communiqué, c'est parce que certaines bases ont été remises à l'armée et que les gens sont partis et que la recrudescence a commencé. On a l'impression qu'il y avait des cellules dormantes dans certains villages, en fait, qu'on a réveillées. Il y avait des cellules dormantes qu'on a réveillées. Donc, si le ver est dans le grain, c'est parce que simplement, ceux qui avaient la prétention d'assurer notre sécurité n'étaient pas en réalité les sentinelles de la sécurité. Ça, vous êtes du même avis, M. Modibo Kane Keïta? Oui, je suis du même avis que lui. Mais avant de dire ça, je ne peux pas passer sous silence, n'est-ce pas, le rôle de la femme. Ok, allez-y. Et là, c'est très important. Oui. Comme ma sœur a si bien dit. Et donc, je vais paraphraser un peu, n'est-ce pas, notre grand Salif Keïta, qui dit « Katelina morotototo fo chon ». Ça veut dire quoi? La femme au Mandé, du lever du soleil jusqu'à XR, ne fait que travailler. Et c'est pourquoi, quand tu regardes la charte de Kouroukanfouga, le préambule de la charte de Kouroukanfouga, on a consigné à tout homme de répondre « ma mère », d'adorer sa maman, de rendre hommage à sa maman à tout moment. Quand on salue les hommes au Mandé, Ama Foko Mba, ma mère, ou bien en bas, nos mamans. Ah oui, si tu me salues, c'est parce que le bon Dieu il m'a créé, mais grâce à ma mère que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que les hommes, n'est-ce pas, rendaient hommage à leur maman. Et quant aux femmes, elles rendaient hommage à leur mari. Quand on les salue, on sait, on sait que il n'y avait pas de divorce au Mandé. Donc, la femme était très importante, la place de la femme était très importante. D'ailleurs, quand tu regardes, n'est-ce pas, l'histoire du Mandé avec Soundiata Keïta, elle a dit tout à l'heure qu'il y avait 9 sorcières. Leur chef, c'était Soumousso Konkomba. Soumousso Konkomba a joué un rôle déterminant dans la vie de Makan Soundiata. Quand Sassouma Berete voulait, n'est-ce pas, tuer Soundiata, elle a tout fait, n'est-ce pas, elle a donné une vache et son petit, n'est-ce pas, à Soumousso Konkomba. Les 9 sorcières ont reçu leur part. Et elle a dit, il faut tuer ce monsieur, Soundiata, sinon il est très dangereux. Soumousso Konkomba a répondu, il dit, mais vous voulez que je le tue, pourquoi? Il dit, mais celui-là, si tu n'es pas content, si tu n'es pas d'accord avec lui, il faut aller demain, n'est-ce pas, au verger de sa maman. Il est insolent, il est arrogant. Donc la sorcière a dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on ne tue pas quelqu'un sans savoir ce que la personne a fait. Et donc le lendemain, au crépuscule, les 9 sorcières se sont présentées dans le verger, n'est-ce pas, de la maman de Soundiata, Sougolon Kidjou. Donc Soundiata et ses camarades étaient allés, n'est-ce pas, en brousse pour faire la chasse. Au retour, dès qu'ils sont arrivés au niveau, n'est-ce pas, du verger, les femmes sorcières, les femmes ont tenté de prendre la fuite en abandonnant leurs calebasses et puis leurs paniers. Les jeunes là ont dit, mais non, mais maman, où est-ce que vous partez? Pourquoi vous fuyez? Venez. Elles ont fait semblant de trembler, d'avoir peur devant les enfants. Ils disent, non, Soundiata a dit, mais non, vous êtes nos mamans. Si vous avez besoin de feuilles de nyougou, des feuilles, n'est-ce pas, pour le repas. Mais il ne faut même pas taper à la porte. Venez nous voir. On va cueillir tout ce que vous voulez pour aller vous remettre jusqu'à la maison. Soumousso Konkomba a répondu, Soundiata, nous ne sommes pas venus pour ça. On n'a aucunement besoin, n'est-ce pas, de légumes. Mais seulement, voilà ce qui s'est passé. Elle a expliqué à Soundiata qu'on était venu te tester. Et à partir de maintenant, tu as notre protection.
Donc, elles sont allées remettre tout ce que Sassou Mabelete a remis et les 9 sorcières ont protégé Makan Soumdiata. Et même après, pour qu'on voit, elles faisaient partie du gouvernement, n'est-ce pas, de Soumdiata Keïta. Donc ça, c'est la place de la femme. Sans compter ce que Nana Triban a joué comme rôle, n'est-ce pas, par rapport au secret de Soumaoro Kanté, qui est aussi une histoire très émouvante et très longue. Donc, et la femme, vraiment, c'était, n'est-ce pas, elle a sa place, n'est-ce pas, dans l'édifice national. Et ça, c'est très important. Et nous devons tenir compte de ça. Ce n'est pas pour rien qu'au Mali, on a dit « Baby Babolo ». Même si quelque part, c'était pas évident. Mais en réalité, c'est un adage qui fait partie de notre histoire. Et cela est réel. Tu veux réussir, tu es entre les mains de ta maman. Nous sommes pratiquement à 15 minutes de la fin de l'émission. Oh, malheureusement oui. alors. Oui. Donc, maintenant, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'aspect sécuritaire. Et je dirais que chapeau, n'est-ce pas, à l'armée malienne, chapeau aux autorités du Mali. Tu ne peux pas faire une guerre de ce genre sans avoir, n'est-ce pas, des avions. Et aujourd'hui, nous avons tout. Le Mali est équipé. Et cela est très important. Avant, c'était les camps qu'on attaquait. C'était, n'est-ce pas, des villages qu'on rasait. Aujourd'hui, vous voyez la riposte. Hein? Chaque fois qu'ils attaquent, même parce qu'ils nous attaquent, je les considère comme des esclaves. Et c'est que leur maître d'esclaves même n'ose pas lever la tête. Donc cela est très important. Le Mali est vraiment... L'armée monte en puissance et c'est une réalité. L'armée monte en puissance, c'est une réalité. Et sur le plan agricole, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire est un acquis? Pas encore. Mais avant de parler de la souveraineté nationale, j'aimerais bien dire bravo aux femmes. Parce que je pense que ce serait un péché de venir ici et de ne pas féliciter le courage, l'abnégation et l'engagement de nos femmes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas la sécurité totale. De toute façon, aucun pays n'a la sécurité totale sur son territoire. C'est aux États-Unis qu'on a frappé les 2 tours jumelles, n'est-ce pas? Et que les terroristes ont frappé ça, malgré leur niveau de sécurité et d'équipement, ce qui fait qu'il n'y a pas de totale sécurité. Bravo encore à la transition. Alors, vous avez parlé de la souveraineté agricole. Vous savez, c'est la base. C'est tout ce qu'il faut quand nous avons terminé de régler le problème sécuritaire. Parce que finalement, sans la sécurité, nous ne pouvons plus rien faire. S'il n'y a pas de sécurité, même vivre est impossible, à plus forte raison travailler. Après le problème sécuritaire, nous devons nous attaquer au problème agricole, parce que nos pays, par essence, je n'ai toujours pas compris comment est-ce que nous sommes obligés d'importer le blé. Pas nous, l'Afrique. Si vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, je trouve ça très bizarre que nous soyons obligés, nous, d'aller importer le blé, qu'on fasse venir les agrumes du Maroc, de la Tunisie, qu'on achète les légumes et les fruits dans d'autres pays. Je trouve ça très, très bizarre. Mais c'est notre monde actuel. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Et de toute façon, nous ne pourrons absolument rien réussir si nous n'avons encore pas réussi notre souveraineté agricole. Parce que c'est la base. On dit que le ventre est plus âgé que la mosquée, n'est-ce pas? Ou plus vieux, je ne sais pas comment ils disent ça. Voilà. Donc, sans nourriture, il n'y a rien. On ne peut même pas réfléchir. Comment est-ce qu'on va réfléchir si nous n'avons pas à manger? Donc, pour moi, c'est la base. Et aujourd'hui, il est important qu'on puisse s'orienter vers ça. Mais nous sommes au premier maillon de la chaîne, c'est la sécurité. Et quand on va finir avec la sécurité, ce sera très important qu'on puisse peut-être voir les régions. À l'époque, les régions étaient spécialisées. Et par exemple, on savait que tel fruit, on trouvait par exemple les balanzans. Là, balanzan, on sait que ça, c'est la région de Ségou. Si on partait à Sigasso, il y a d'autres types là-bas. On partait à Caille, il y a d'autres types. Donc, ce serait bien un peu de nous ramener dans ces temps et de spécialiser les régions par type de production. Ce qui fait que nous pourrons faire le commerce interrégional entre nous. Telle région va vendre ça à telle région autre va vendre ça à telle région. Pour moi, c'est incontournable si nous voulons notre souveraineté. La deuxième partie, le deuxième niveau de la souveraineté après la sécurité, c'est l'alimentaire. Maître Amadou Tchéoulé Ndiara, comment est-ce que les autorités pourraient assurer l'autosuffisance alimentaire au Mali? Alimentaire, bon, moi je pense que il y a ici, il faut agir sur 3 niveaux. Hein? Qui sont? Moi j'indexe 3 niveaux, c'est-à-dire les techniques agricoles que nous utilisons actuellement, la question de la propriété foncière et ensuite maintenant les ressources humaines. Maintenant, par où commencer? Je ne suis pas sûr que
il faille commencer par les ressources humaines. Parce que, vous voyez, tous ces katakata qui sont à Bamako, les pousse-pousse qui sont à Bamako, ils viennent de quelque part à la recherche de l'argent. Or, c'est ce problème qu'il faut régler. Pour régler ça maintenant, ce problème-là, ça dépend de deux questions, les deux à la fois ou l'une ou l'autre. La question de la terre, la question de la propriété de la terre. Ah, c'est une réalité dans les campagnes aujourd'hui. Il y a des gens qui cultivent des terres depuis 50 ans, mais où tâtaient. Il faut une réforme agraire qui est différente de la réforme foncière. Nous avons fait une réforme foncière avec le code, ou bien la loi domaniale. Mais ce n'est pas une réforme agraire, parce qu'il y a des gens, à présent, qui sont sur des terres qu'ils cultivent, les ancêtres, pendant, mais où tâtaient. Maintenant, ça, il faut voir ça. Et la démarche avait commencé, mais après, ils ont laissé tomber parce que par les remembrements, ceux qui cultivent, eh bien, si vous avez mis en valeur avec Aoutaï, je pense que là-dessus, les gens ont reculé. Mais il faut que nous étudions pourquoi ça a reculé. Il faut pas simplement se limiter à dénoncer, mais il faut savoir que dans les campagnes, la résistance à la question de la propriété foncière, elle est très forte. Il faut régler cette question. Il faut un pouvoir fort pour le régler. Maintenant, les techniques agricoles que nous utilisons aujourd'hui, alors il faut vraiment essayer que la Chambre d'agriculture, qui est vraiment le maillon important, joue un rôle important à ce niveau-là. Quand on sait que la DABA, à présent, est utilisée, est-ce que si on entre dans la mécanisation, est-ce que cela ne va pas aussi provoquer des chômages en campagne? Ce n'est pas une question facile à régler. D'autant que nous avons, depuis 2005, une loi d'orientation agricole qui n'est pas mise en œuvre parce que la loi d'orientation agricole met de l'avant la question de l'entreprise agricole familiale. Cette belle loi-là est en train de dormir dans les tiroirs, et bien sans solution. Il faut qu'on identifie dans les campagnes les familles et ensuite maintenant les aider à s'organiser parce que c'est ça l'esprit et que les familles qui en fait travaillent, qu'on puisse les aider sur les parcelles et que maintenant sur la base de ça, ces familles puissent avoir accès aux prêts bancaires. Parce que c'est ça la solution. Ni gouvernement ni Waridi, qu'on donne la possibilité à l'entreprise familiale d'accéder à un prêt bancaire. Or, pour accéder à un prêt bancaire, il faut être propriétaire du foncier. Or, pour être propriétaire du foncier en campagne, ben, c'est la croix et la bannière. Il faut une réforme agraire, niveau Yodé. Et je pense que le ministre de l'Agriculture peut-être nous entend, ou il doit nous entendre. Je ne sais pas par quel bout on va commencer de ces trois questions-là. Monsieur Modibo Kane Keïta, avec tout ce que Monsieur Maître vient de citer comme solution, est-ce que si toutes ces conditions sont réunies, pensez-vous que l'autosuffisance alimentaire pourrait être assurée au Mali? Je pense que oui. L'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas de doute. Parce que le Mali était appelé comment? Les greniers de l'Afrique occidentale. Le bon Dieu nous a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres pays qui nous entourent. La seule chose que nous n'avons pas, c'est la mer. Et c'est l'effet des hommes. Ça, c'est le colonisateur. Mais de façon naturelle, vous savez que le Mali a l'office du Niger. Et on sait que de façon naturelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux parties. Ce qu'on appelle les deltas vifs et les deltas morts. Les deltas morts, c'est des canaux qui contenaient de l'eau depuis les temps immémoriaux. Et aujourd'hui, avec l'Office du Niger, les barrages de Malkala, on fait passer, n'est-ce pas, de l'eau dans ces canaux d'irrigation pour, n'est-ce pas, pour l'agriculture. Je crois que nous devons revenir à ça et que les Mali répondent, n'est-ce pas, à ce qualificatif de grenier de l'Afrique de l'Ouest. Avec le colonisateur, qu'est-ce qui se passait? On cultivait le coton et le riz, mais c'était acheminé, n'est-ce pas, en France et dans les pays voisins, pour nourrir l'Afrique occidentale et pour faire fonctionner, n'est-ce pas, les usines. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, n'est-ce pas, et renforcer, comme l'a dit Maître Diarra, et il faut une véritable politique agricole pour pouvoir quand même mettre en valeur toutes ces terres-là
des milliers, n'est-ce pas, d'hectares qui restent encore, qui ne sont pas encore exploités. Et si on arrive à exploiter tout cela, ce serait une souveraineté agricole. Donc, c'est pas loin, quoi. En réalité, moi, je crois que nous devons vraiment remercier, n'est-ce pas, tout un chacun, tous les Maliens, n'est-ce pas, quel qu'ils soient, et pour vraiment tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, Maï Niaré, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Mali est un pays indépendant? Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Oui, on est indépendant sur les questions un peu politiques d'interaction avec l'international. Parce que déjà pour arriver à cette indépendance au niveau national qu'on réclame, où on peut matérialiser, il aurait fallu couper des chaînes. Certaines chaînes qu'on avait qui nous empêchaient. Parce que vous imaginez, on était comme une sorte de marionnette qu'on manipulait. Et on nous dit d'aller à gauche, on va à gauche, on nous dit d'aller à droite. Mais comment voulez-vous qu'on parle même d'indépendance si nous n'avons même pas la possibilité, nous, de réfléchir par nous-mêmes? Ces liens sont rompus aujourd'hui? Une bonne partie, mais il en reste encore. Par exemple, comme il a parlé le professeur a parlé de coton, pourquoi nous continuons à cultiver le coton? C'est un mécanisme automatique. Parce que le colonisateur le faisait pour faire tourner ses usines à l'étranger. Mais il y a aussi une autre sorte d'interdépendance pour activer l'agriculture, justement pour notre indépendance totale à tous les niveaux. Par exemple, l'interdépendance entre l'agriculture et l'élevage. Vous savez, les fertilisants, là, nous mettons des milliards dans les fertilisants pour aller les prendre dans les pays et les ramener au Mali. Ça aussi, je n'arrive pas à comprendre. Les engrais. Qu'est-ce qui nous empêche de créer l'interdépendance entre les animaux et l'agriculture? L'agriculture produit de la nourriture pour les animaux et les animaux, les déchets qu'ils produisent sont utilisés pour qu'on fabrique nos fertilisants ici pour nos propres terres. Donc, la souveraineté est un ensemble. C'est un état d'esprit, c'est un concept. Et donc, tant qu'on va rester dans des schémas implémentés, aujourd'hui, le coton nous rapporte gros, c'est vrai. On appelle ça l'or blanc. Mais puisque nous sommes dans un pays où on n'a même pas à manger, et nous sommes en train de produire des choses pour fabriquer des habits, ou même d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que les habits, il y a les cotons hydrophiles et autres qu'on fait avec notre coton. Mais nous avons besoin de manger, c'est la première chose. Et c'est plus important que tout le reste, de mon point de vue. Maître, sommes-nous vraiment indépendants au Mali? Bon, la question de l'indépendance, elle est relative et son contenu change, en fait, selon la forme de l'État. Parce que dans les royautés, ils étaient indépendants. Sundiata était indépendant. Parce qu'il ne faut pas qu'on lie ça à la République. Sundiata, ils étaient indépendants. Ils avaient la maîtrise de leur diplomatie. Ils avaient la maîtrise de leur politique intérieure. Ils avaient la maîtrise de leur développement économique. Aujourd'hui, comme elle l'a dit, Mal a dit, du point de vue en fait de certaines décisions politiques, nous sommes maîtres de nous-mêmes. Mais les relations économiques, ce n'est pas nous. Nous avons trouvé Zonzanimbaka Jo. On va faire qu'à Frakabo. Vous comprenez? Zonzanimbaka Jo Ibodon. On va faire qu'à Boakono. Donc maintenant, il nous faut vraiment un leadership pour sortir de ça. Et nous le maîtrisons aujourd'hui. Regardez un peu les 3 pays qui sont dans l'Alliance des États du Sahel. On peut dire que ces 3 pays réellement indépendants qui ont mis ça sur pied. C'est différent de la CEDEAO. Parce que nous avons Djonye, nous avons fait de l'autobo Djonye là. Nous avons Horonya, nous avons Tomindlan, nous avons Horonde. C'est ça la question de fond aujourd'hui. C'est totalement différent. Moribo Kane Keïta, est-ce que les actions de nos autorités de la transition vont dans le sens de cette indépendance-là? Absolument, c'est ce que j'allais dire. Et j'ai dit que nous sommes presque sortis de ce filet-là. Ça, il faut le noter. Parce que le fait même de pouvoir s'associer et faire, n'est-ce pas, une organisation de 3 États de cette manière-là, c'est des États indépendants. Nous avons véritablement acquis l'indépendance à partir du 14 janvier 2023. Et cela est très important. La souveraineté retrouvée là, que nous avons enseignée dans nos classes et ce jour-là, vraiment c'est cette souveraineté-là que nous avons cherchée depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est cette souveraineté-là qui est en train de s'installer. Comme elle l'a dit, n'est-ce pas, ma soeur, rien n'est parfait, mais nous sommes en train de parfaire ça. Et Inch'Allah, nous y arriverons.
Que reste-t-il des idéaux de l'indépendance? C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Et nos invités étaient Maï Niaré, vice-présidente du réseau international des femmes leaders, Moribo Kane Keita, historien, maître Amadou Tcheoulé Ndiara, avocat et président du réseau des défenseurs des droits de l'homme. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été réalisée par Mariam Maïga. La régie a été assurée par Mamadi Keita et Ibrahim Sanogo. Merci et à demain.